Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur TV Vendée en ce mardi 16 septembre dans votre matinale. J'espère que vous allez bien ce matin, en ce début de semaine. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner. Bon courage si vous apprêtez déjà à prendre le chemin du travail ou bien des cours. Je vous rappelle que comme tous les matins, vous pouvez réagir à l'actualité du jour grâce au WhatsApp officiel de la matinale. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu il y a quelques instants sur ce plateau dans l'invité du jour Philippe Béliard, président du Kiwanis Club de La Roche-sur-Yon. Vous retrouvez désormais cette interview sur tvvendée.fr. On fait maintenant un point sur votre météo pour aujourd'hui avec de la grisaille ce matin sur l'ensemble de la Vendée. Les nuages sont bien présents sur l'ensemble du département. Les températures sont en baisse avec 9 degrés dans les terres, 15 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, les conditions ne devraient pas beaucoup évoluer. Quelques éclaircies néanmoins se feront un peu plus présentes, notamment sur la côte, à compter 19 degrés donc sur la Vendée pour cet après-midi. On regarde maintenant ensemble les horaires des marées pour aujourd'hui, avec d'abord celle du côté de la Tranche-sur-Mer, avec une basse mer qui était pour la première ce matin à 5h, prochaine à 17h47, à pleine mer à 12h42. Petit coefficient et il ne bougera pas aujourd'hui, coefficient de 43. Au niveau du passage du Gois, la première basse mer donc était à 5h06, la prochaine à 17h52, pleine mer à 12h24 et là aussi coefficient de 43. Je vous rappelle pour le passage du Gois que la traversée peut se faire 1h30 avant et après la marée basse. Le soleil lui s'est levé ce matin à 7h45, il se couchera ce soir à 20h14 et nous fêtons aujourd'hui les Edith. Bonne fête donc à toutes. Il est temps de passer à l'actualité de ce mardi 16 septembre. Voici le journal. Et nous commençons ce journal avec cette information tombée hier en fin de journée. Laurent Caillot, conseiller régional vendéen, est décédé subitement hier à 56 ans. C'est Christelle Morancet, la présidente de la région, qui l'a annoncé en fin d'après-midi sur ses réseaux sociaux. Laurent était un élu dévoué, passionné et engagé au service des Pays de la Loire et de la Vendée qu'il chérissait par-dessus tout, pouvait-on lire dans son communiqué. Depuis cette annonce, les réactions sont très nombreuses parmi les élus du territoire. Celle d'abord de Ludovic Augbon, maire de Fontenay-le-Comte et conseiller régional. C'est avec effroi que j'apprends la disparition de Laurent. Nous partagions la passion des territoires, du monde de l'entreprise, de la Vendée et des Pays de la Loire. Réaction également de Alain Leboeuf, président du conseil départemental de la Vendée. Je suis effondré. Laurent était quelqu'un qui avait plein de choses à prouver. La vie en décide autrement. Son décès va laisser un vide. Stéphane Ibarra, premier secrétaire du Parti socialiste en Vendée, a déclaré être également sous le choc de cette nouvelle. Laurent Caillot était chef d'entreprise dans l'immobilier, père de 3 enfants. L'élu centriste avait été conseiller régional une première fois de 2015 à 2021 et avait retrouvé cette place en mars dernier, prenant la suite d'Armel Pécheul, décédé 2 mois plus tôt. Ancien élu d'opposition à La Roche-sur-Yon, 2 fois candidat aux élections législatives sur la première circonscription de Vendée. Il était issu d'une famille très engagée en politique. Son père, Dominique Caillot, avait été député et son grand-oncle, Paul Caillot, maire de La Roche-sur-Yon. Nous y reviendrons dans notre journal de 12h30. Nous passons maintenant au reste de l'actualité. Et cet été encore, Trivalis, le syndicat en charge du traitement des déchets en Vendée, s'est mobilisé pour limiter les emballages jetables sur le littoral. 2 actions ont été menées, une étude sur les contenants utilisés pour la vente à emporter et surtout l'expérimentation de boîtes réemployables dans les snacks des campings. L'initiative menée avec le soutien de l'opération Les Boîtes Nomades a pris de l'ampleur. 17 campings y ont participé cette année contre seulement 2 l'an passé. Objectif, faire évoluer les habitudes des vacanciers venus de toute la France et les inciter à adopter les bons gestes, même en vacances. Reportage de Louise Viadger. Leurs clients ont pris de nouvelles habitudes. Ces gérants de camping ont proposé des boîtes à pizza et à burgers réutilisables dans leurs snacks cet été. Je pense que ça va rentrer dans la culture des clients, donc très rapidement, c'est un mode de fonctionnement qui va s'amplifier, qui va se développer, et la question ne se posera bientôt plus au niveau des campings. Après, effectivement, on peut étendre ça sur tout un tas de produits qu'on ne fait pas aujourd'hui. Les hébergeurs appellent à agir demain sur les bouteilles d'eau en plastique ou sur les emballages pour frites. Cet été, 17 campings contre 2 l'année dernière ont participé à cette opération impulsée par Trivalis et certains ont même choisi d'aller plus loin.
Là, on doit avoir à peu près 4 mètres cubes de déchets, ce qui va représenter environ 5 tonnes de biodéchets apportés. Donc on a évité 5 tonnes de déchets qui n'a pas pris les camions, qui n'est pas allé en centre d'enfouissement ou d'incinération. 2 ans après la mise en place de cette zone de déchets, les vacanciers semblent avoir pris le pli. Une évolution des comportements qu'observe le syndicat de traitement des déchets de la Vendée. Les gens, je dirais, ne regardaient pas tous ces sujets-là. Aujourd'hui, les gens, de plus en plus, les touristes les regardent. Et donc, le choix d'un camping peut peut-être aussi se porter sur ce qu'il propose au niveau environnemental. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de campings trient les biodéchets. Je pense que ceux qui ne le font pas, il va falloir qu'ils s'y mettent parce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de trier les biodéchets. C'est une obligation de par la loi. Donc, il faut que les campings aussi et les hébergeurs rentrent dans ce système-là et proposent aux touristes des choses qu'ils retrouvent chez eux. Et donc, c'est comme ça qu'on arrivera, par petits gestes, à apporter les bons gestes pour bien trier. Sur 112 kg d'ordures triées, près de 32 kg de déchets sont issus de la consommation nomade. Une étude menée cet été par Trivalis en analysant des échantillons de déchets des poubelles publiques sur 14 communes du littoral vendéen. Eau et la terre, le fonds de dotation vendéen vient de célébrer son 5e anniversaire. Une matinée spéciale a rassemblé donc mécènes, agriculteurs et partenaires pour faire le point sur les projets menés et sur les retours du terrain. Depuis sa création, plus de 700 zones agricoles ont été aménagées, majoritairement en Vendée et dans les Deux-Sèvres. En tout, ce sont 15 000 hectares de bordures de champs et de cultures intermédiaires qui ont été valorisés. Objectif, favoriser la floraison, enrichir naturellement les sols et mieux capter le carbone présent dans l'air. Eau et la terre, c'est aussi un accompagnement sur le terrain au plus près des agriculteurs pour faire évoluer les pratiques face au changement climatique. Quand on a lancé cette idée de fonds pour développer la biodiversité sur nos territoires, ça n'existait pas, donc on a tout créé nous-mêmes. J'ai eu la chance d'être bien aidé par 3 de mes collègues au niveau de la coopérative Cavac. Et puis après, on a réussi à trouver un certain nombre de mécènes qui ont été vraiment dynamiques et qui ont vraiment compris les enjeux, qui sont démarrés tout de suite avec nous, qui nous ont fait confiance et on a pu lancer ce fonds, on a pu faire toutes les démarches nécessaires pour la création de ce fonds. Les fonds qui sont injectés dans ce fonds de dotation, ils servent principalement à financer la plantation de haies, comme on l'avait vu tout à l'heure, et de l'implantation de couverts mellifères. Donc pour nous, Crédit Agricole Atlantique Vendée, c'est à peu près 1 arbre sur 10 qui a été planté grâce à notre soutien et avec le fonds Eau et la Terre. Et à côté de ce fonds Eau et la Terre, on a aussi d'autres actions en interne, comme la formation des conseillers en AFEP pour qu'ils puissent parler biodiversité et plantation de haies à leurs clients. C'est un des axes que l'on prend en compte quand on rencontre notre client pour parler stratégie à long terme. C'est une rencontre rare qui s'est tenue dans un établissement PMU de La Roche-sur-Yon. L'entraîneur et driver de chevaux de course de trot, Olivier Raffin, est venu à la rencontre des parieurs. Lui qui est installé à Soulan titre rarement ses chevaux. Une rencontre donc entre le monde des paris et celui de la course. Olivier Raffin a ainsi pu expliquer son métier et donner quelques conseils aux parieurs présents. Oui, c'est rare parce qu'on a un métier très, très pris, où on est beaucoup aux courses, où on a beaucoup de soins à apporter à nos chevaux, donc on est très peu disponible. Donc voilà, on a envie de leur dire qu'il faut qu'ils continuent à jouer aux courses parce que sans eux, on ne peut pas vivre des courses, hein, et que c'est un métier passionnant et que voilà, il faut nous suivre. Moi j'ai un petit peu de casquette parce que j'entraîne le matin, donc j'entraîne mes chevaux, on les soigne, on les entraîne, on les prépare et l'après-midi on les emmène aux courses. Alors moi je les drive, c'est un métier où on y est tous les jours parce qu'il y a des courses tous les jours mais il n'y a pas que les courses, hein, donc il y a l'entraînement. Voilà. Donc c'est assez important. Les archives départementales de la Vendée présenteront lors des Journées européennes du patrimoine le week-end prochain une exposition consacrée à la justice intitulée « L'audience est ouverte, affaires criminelles et justice en Vendée de 1800 à 1970 ». Plusieurs faits divers vendéens qui ont défrayé la chronique y seront mis à l'honneur. À chaque affaire et son dossier provenant de la cour d'assises de La Roche-sur-Yon permettra au public de découvrir le monde de la justice tel qu'il était au siècle dernier. Un travail en coopération avec le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, plus gros pourvoyeur d'archives. À sa présidente Émilie Reynaud et la procureure de la République Sarah Huet donneront d'ailleurs une conférence le 16 octobre prochain à 18h aux archives départementales.
On a choisi 7 affaires criminelles sur des thèmes tout à fait différents qui sont répartis entre le début du 19e siècle et puis 1967. Des crimes, des vols en bande organisée, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, à partir de ces affaires-là, on va illustrer à la fois les pratiques judiciaires de l'époque, les techniques d'investigation, le rôle de la presse, tout un tas de choses, agrémenter des pièces qui ont constitué le dossier d'instruction et toutes les pièces qui ont permis aux jurés d'aboutir à un jugement, condamnation ou pas. Ça, c'est le suspense. Mais je pense qu'avec cela, on donne un panorama assez précis. Et puis, ça donne à réfléchir aussi, bien sûr, sur la distance qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport à des situations qu'on ne retrouvera pas aujourd'hui. La loi a changé, les mentalités ont changé. Et ça donne un regard rétrospectif sur les affaires criminelles au 19e et 20e siècle. Cette exposition permet donc d'observer l'évolution du traitement des affaires par la justice, notamment l'évolution des condamnations, comme dans le cadre de cette affaire résumée par le directeur des archives départementales. Une affaire au début du XXe siècle parle d'avortement. Son auteur, le médecin, n'a été condamné qu'à 2 ans de prison. Et payer une amende auprès d'une association en faveur de la natalité. Évidemment, aujourd'hui, la question ne se poserait pas, se poserait d'une manière différente, puisque l'avortement, l'IVG est autorisé. Ce même médecin, il a attenté à la pudeur de jeunes filles, il a agressé sexuellement, il a été très peu condamné. À l'inverse, aujourd'hui, il serait très fortement condamné, et fort heureusement. Donc c'est aussi voir l'évolution, et qu'il est intéressant que les Vendéens, plus largement, puissent prendre connaissance de ces éléments-là, mais aussi les scolaires, puisque ça correspond au programme des classes de 4e et seconde, puissent aussi découvrir, à travers des documents d'archives, d'histoire locale et des affaires locales, l'évolution de la justice sur un peu plus de presque 200 ans. Le musée d'art moderne et contemporaine des Sables d'Olonne a présenté sa programmation 2025-2026 intitulée « Hors les murs », un nom symbolique puisque le musée va fermer ses portes pour des travaux qui commenceront dès la fin de l'année et qui vont durer 3 ans. Un gros chantier va donc être engagé, le transfert des œuvres dès la fin de l'année, ce qui a nécessité déjà 6 mois de préparation. Il y a en tout 12 135 œuvres à transporter, dont quelques-unes ont été redécouvertes à l'occasion de l'inventaire. Le travail n'est pas qu'un travail qui concerne les bâtiments. Il y a tout un travail qui est fait à côté et qu'il fallait faire. C'est le travail qui concerne le transfert des œuvres. Et le transfert des œuvres, puisqu'on ne va pas laisser les œuvres dans le musée, on va le transférer dans un endroit, je ne vous dirai pas où, mais dans un endroit adapté. Et le transfert des œuvres, c'est aussi l'occasion pour nous de les dépoussiérer, de les nettoyer. C'est l'occasion surtout de les répertorier. Les équipes du musée ont donc redoublé d'imagination pour cette programmation. Un parcours secret en novembre va inviter les visiteurs dans des galeries éphémères, des maisons, des appartements ou encore des ateliers d'artistes. Le parcours secret qui va avoir lieu dans 6 lieux d'habitation des Sables d'Olonne. C'est une idée à faire voyager les gens, rencontrer des lieux et des artistes avec leur démarche artistique. L'autre deuxième proposition, le Parole d'artiste, avec un partenariat noué avec Côte Ouest et Madame Dubreuil, où nous allons, une commissaire d'exposition, à sélectionner 6 artistes en lien avec les collections du musée. L'idée, c'est de proposer un dialogue convivial avec un petit temps d'échange à la fin de la conférence. C'est la fin de ce journal. On fait maintenant un point sur votre météo détaillée donc de la matinée. Je vous le disais déjà tout à l'heure, ce sont les nuages qui dominent ce matin sur l'ensemble de la Vendée. Les températures sont en légère baisse. Comptez donc 9 degrés aux Herbiers et à La Châtaigneraie, 11 à Montaigu-Vendée, La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte, 15 degrés à Noirmoutier, Châlons, Beauvoir-sur-Mer, mais également la Tranche-sur-Mer, 16 degrés à l'Île-Dieu, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et les Sables d'Olonne. Il est temps de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est consacré au campus santé sociale, un projet lancé par la communauté de communes du Pays des Herbiers. L'objectif, former sur le territoire des professionnels de santé et bien sûr les garder par la suite sur le territoire du Pays des Herbiers.
Alors ce campus santé sociale du Pays des Herbiers, il répond à un enjeu qui est un enjeu de notre territoire, mais un peu plus largement de notre territoire, parce qu'on l'a vu, on a des apprentis qui viennent chez nous, notamment en aide-soignants, et qui sont dans des EHPAD, notamment des voisins du côté de Pouzauges, du côté de Chantonnay ou de Mortagne-sur-Sèvre. Et donc on a un besoin aujourd'hui, notamment d'aides-soignants, et puis on aura encore plus besoin d'aides-soignants demain. On a besoin aussi d'accompagnants AES, donc des personnes qui agissent vraiment à domicile auprès de personnes plus fragiles, dans le monde du handicap et également. On a aussi besoin de préparer nos futurs médecins, et donc ça aussi c'est très important. C'est partie des angles importants du campus santé sociale. Avec le soutien de Jean 23, notamment, nous allons offrir la possibilité aux premières terminales de se préparer à, pourquoi pas, entrer en médecine et préparer les médecins de demain. Il y a certaines formations qui existent déjà, mais on les crée dans des EHPAD, et ça c'est innovant, puisque notamment l'Institut de formation d'aide-soignants dans notre EHPAD, la Clairefontaine, a été inauguré par Christelle Morancet, présidente de la région notamment, et effectivement c'est quelque chose qui n'existe pas dans la région Pays de la Loire et même dans d'autres régions voisines. Notre cible à nous, c'est surtout le bocage, mais c'est quelque chose qui effectivement répond à un besoin. Donc dans chacune de nos formations, nous innovons, puisque nous les mettons au plus près des professionnels, au plus près des patients, au plus près des personnes que nous accompagnons. On a une équipe d'enseignants qui a réfléchi au projet avec les acteurs de la communauté de communes, de la mairie, etc. depuis un certain temps pour essayer de proposer à nos lycéens, donc première, terminale, un projet de formation qui les aide en fait à discerner, qui les aidera à discerner, je parle au futur quand même, qui les aidera à discerner par rapport à cette perspective d'études en médecine au sens large. Voilà. On sait très bien que quand on s'engage dans des études, et qui plus est des études exigeantes, l'essentiel est dans le choix mûri, voilà, la décision un peu solide de s'engager dans ces études. C'est la première clé de réussite d'un étudiant. C'est-à-dire que le fait qu'il ait posé un vrai choix, un choix éclairé, un choix solide, et c'est ça qui fera sa réussite. Donc nous allons essayer, nous aidons tous nos élèves à faire ce choix, mais par rapport à la perspective du domaine de santé qui est un peu spécifique, voilà, on a répondu à cette sollicitation un petit peu de la mairie de favoriser la préparation, voilà, la préparation à ces études. Et il nous semble que le plus important, c'est effectivement de poser un choix. Voilà. Et je vous rappelle que vous retrouvez l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. Comme tous les mardis, il est temps de parler à nouveau de santé. Voici Hôpital Mode d'Emploi. Dans Hôpital Mode d'Emploi ce matin, en collaboration avec les hôpitaux de Vendée, nous vous présentons l'analgésie intratécale. Un dispositif lié au service d'algologie qui vient en aide aux patients victimes de douleurs chroniques, notamment dans des cas de cancer. Parmi donc ces techniques utilisées par le service, l'analgésie intratécale est-elle utilisée au CHD de la Vendée depuis 2015 ? Plus de 170 patients vendéens en ont bénéficié depuis son déploiement sur le territoire. Un dispositif efficace qui utilise une dose de médicaments moins importante que d'autres systèmes. Elle marche avec une petite pompe implantée sous la peau, reliée à la moelle épinière, et l'effet est très rapide et le patient peut activer la pompe avec une télécommande lorsqu'il en a besoin. Voici les précisions. Le dispositif de l'analgésie intratécale avec une pompe qui est implantée est un dispositif qui permet de distribuer le médicament, donc le principe actif, directement sur les récepteurs et de diminuer de façon drastique les effets secondaires des médicaments pris par la bouche. Et donc l'objectif, c'est d'aller remplir la pompe, donc par l'intermédiaire de ce petit opercule qui est là, avec une aiguille. Nous introduisons l'aiguille dans l'opercule et nous remplissons la pompe d'un certain nombre de millilitres. Alors là, vous avez donc l'opercule par lequel le produit, la pompe est remplie, et le deuxième orifice qui est ici, qui est en fait l'orifice sur lequel se met le cathéter, qui va jusqu'au niveau de la colonne vertébrale pour aller distribuer le produit sur les récepteurs. L'intérêt essentiel, c'est qu'on diminue par 300
à peu près la valeur du médicament prescrit par rapport à ce médicament pris par la bouche. Et d'autre part, comme il est implanté, il n'est pas un écueil dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas une perfusion avec laquelle il faut se balader à domicile. C'est quelque chose qui est implanté. Et donc, j'ai un souvenir, par exemple, d'un patient qui allait se baigner régulièrement dans l'océan, habitant sur la côte vendéenne. Alors, il y a une satisfaction importante, surtout sur la diminution très importante des effets secondaires des médicaments pris par la bouche et notamment les morphiniques, mais aussi une satisfaction d'une diminution de la douleur par rapport à certaines douleurs rebelles que l'on peut voir dans la maladie cancéreuse. Dans plus de 90% des cas, on l'utilise essentiellement dans les douleurs difficiles à traiter dans certains cancers. Et puis on peut aussi l'utiliser dans des pathologies non cancéreuses, par exemple des pathologies neurologiques, après un accident vasculaire cérébral, après une lésion de la moelle épinière et des séquelles neurologiques. Alors en Vendée, on a conventionné avec le centre anticancéreux d'Angers, l'ICO d'Angers, pour pouvoir faire le suivi et donc le remplissage de ces patients en proximité de leur domicile et que la pompe soit, elle, implantée par les référents que sont les Angevins qui connaissent très bien cette technique. Et donc depuis plus de 10 ans maintenant, on leur adresse des patients pour l'implantation et par contre, les patients n'ont pas besoin de continuer à aller à Angers pour remplir leur réservoir, leur pompe, mais on peut le faire sur la Roche-sur-Yon, hôpital de recours, mais aussi ça nous arrive de le faire sur les plus petits hôpitaux du département de Vendée. Et voici pour ce nouveau numéro de Hôpital Mode d'Emploi en collaboration avec les hôpitaux de Vendée. Je vous rappelle la petite question que nous vous posons tous les matins et à laquelle vous pouvez répondre tout simplement sur la page Facebook de TV Vendée où elle a été publiée. Vous répondez tout simplement dans les commentaires. Ce matin, question en rapport avec votre voiture. Soyez-vous prêts à réparer vous-même votre voiture. La semaine dernière, dans Vivez la Vendée, Louise Viadger vous avez fait découvrir un garage participatif installé à Saint-Marc-l'Arriorte où chacun peut venir avec sa voiture. On commande les pièces via le garage, par contre c'est à vous de faire les travaux. Alors soyez-vous prêts à le faire? Et bien depuis ce matin, au niveau des réponses que nous avons, pas forcément. On a Marc et Tony par exemple qui nous ont répondu qu'avec les voitures modernes, qui ont beaucoup d'électronique, c'est parfois compliqué de faire soi-même des travaux sur son véhicule. Effectivement, ça peut être le cas sur les voitures où il y a beaucoup d'électronique, notamment les voitures par exemple électriques avec les questions d'accès aux batteries, des questions de sécurité, ça peut s'avérer effectivement compliqué. Néanmoins, quelques petits travaux comme par exemple changer des pneus, ça peut éventuellement se faire dans un garage participatif. Le faire soi-même permet souvent de réduire un petit peu la facture. La question est donc publiée sur Facebook. Vous avez jusqu'à demain pour y répondre et nous referons ensemble un petit point sur les réponses à la question du jour demain matin. Il est temps de passer à une autre question que nous vous posons cette semaine. Voici Café Cuisine. Et à gagner cette semaine dans Café Cuisine, ce sont 2 entrées, 2 packs aventure pour le parc du Grand Défi à Saint-Julien-des-Landes. Pour espérer remporter donc ces 2 entrées, il vous faut trouver la réponse à la question de la semaine que voici. Quel est le nom du nouveau collège de Talmont-Saint-Hilaire? Je répète, quel est le nom du nouveau collège de Talmont-Saint-Hilaire? Hier, premier indice de la semaine, je vous indiquais que ce nouvel établissement a ouvert ses portes à l'occasion de la rentrée 2025. Voici maintenant l'indice du jour, deuxième indice de la semaine. Le nom de ce collège rend hommage à un ancien maire de Talmont-Saint-Hilaire élu pendant plus de 20 ans. Je répète, le nom de ce collège rend hommage à un ancien maire de Talmont-Saint-Hilaire élu pendant plus de 20 ans. Je vous rappelle bien sûr le principe de Café Cuisine. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance. Rendez-vous pour cela sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale. Vous y retrouvez la question de la semaine et l'ensemble des indices jour après jour. Et donc jusqu'à vendredi midi pour poster votre réponse et espérer peut-être remporter donc ces 2 places, ces 2 packs aventure pour le parc
marque le grand défi à Saint-Julien-des-Landes. Nous arrivons maintenant à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que l'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve bien sûr demain pour un nouveau numéro de la matinale. On se retrouve bien sûr comme tous les matins à partir de 7h. D'ici là, passez une excellente journée devant TV Vendée bien sûr. À demain.